Salut. Nous commençons cette émission par une assertion. L'e-sport et le gaming ainsi que le digital représentent sans doute l'avenir du sport en Afrique et même dans le monde. Eh bien, bienvenue sur Sport Business Squad, la première émission traitant des questions d'économie et de gouvernance de sport en Afrique et dans la francophonie. Installez-vous confortablement, c'est le sommaire. Au sommaire de Sport Business Squad qui démarre, sport scolaire et universitaire, quel business model pour quelle efficacité pour les pays africains? On rappelle que le Cameroun organise cette année la 21e édition des Jeux scolaires. On en parle dans le cadre de Sport Business Squad. Statistiques de la semaine, croissance économique, on apprenait dans un rapport de PwC que l'e-sport mène le peloton. Focus, après son entretien sur RFI et sur Canal+, Ben Ami Sahadi, le manager général des îles Comores, livre en exclusivité ses impressions sur Sport Business Squad. Sport Business Squad, c'est également le quiz et plein d'autres rubriques. Installez-vous donc confortablement, c'est parti. Bienvenue à nouveau sur Sport Business Squad, vous avez pu le constater, on vous réserve donc un gros menu justement dans le cadre de cette émission. Eh bien, je ne suis pas seul pour cette édition et il est déjà avec moi, c'est un gladiateur du sport business, il s'appelle Pierre Tatou, c'est le CEO de l'agence Tatou Vibe Sport Entertainment. Comment tu vas Tatou? Bonsoir Franck. Ça va très bien et toi-même? Ouais, ça va super. On est vraiment en mode sportif aujourd'hui. Tu es debout, on est debout. On a décidé vraiment de la faire. Perdre quelques kilos. Eh bien, il faut dire qu'aujourd'hui, on a pas mal de thématiques justement qu'on va aborder dans le cadre de cette émission. Mais déjà, est-ce qu'il y a une information justement qui a marqué ta semaine, dans le cadre justement en ce qui concerne le sport business ou tout simplement le sport tout court? Ben après, c'est la journée internationale du sport. Ouais. Donc, qu'on a évoqué justement dans l'émission précédente. Voilà. C'est juste l'information qui a retenu mon attention. Et maintenant, j'espère qu'au terme de ces deux journées-là, ouais, il y a eu des résultats positifs. Donc, tout à fait. C'est tout ce qu'on demande. Alors, ça suivra après. Bah ouais, il y a eu beaucoup d'autres informations. Eh bien, on va commencer justement cette émission par la première. Il s'agit de l'actualité. Bah, il faut rappeler quand même que aujourd'hui, on célébrait cette année la 21e édition des Jeux FENASCO, donc qui représente aujourd'hui l'essor même aujourd'hui de ce qu'il est convenu d'appeler le sport scolaire. Et bien, de ce côté-là, on a envoyé quelqu'un, une imminente membre du Sport Business Squad. Il s'agit de Marina Ngokvina, qui était donc du côté du stade de la GP, du côté de Yaoundé, justement, pour le lancement des Jeux FENASCO. On prend ça et on se prend juste après. Allumée par l'ancien ministre des Sports Félix Augustin Edouard, la flamme des 21e Jeux de la FENASCO Ligue A s'impose comme symbole phare de cette compétition d'année en année. Sur le thème sport scolaire pour la promotion de la paix et de l'unité, la ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalo Vayonga, accompagné de son homologue des sports, le professeur Nassimouele Kombing, a donné le ton de cette édition. S'étant étendu sur plusieurs heures, c'est une cérémonie d'ouverture riche en intermèdes musicales, en chorégraphie et en figures. La prestation de serment des adeptes et encadreurs n'étant pas en reste, traduisant ainsi le satisfecit du président du comité exécutif des Jeux FENASCO Ligue A. Il faut éviter de s'auto-satisfaire. Il y a encore beaucoup de travail au niveau des infrastructures en milieu scolaire, au niveau du financement du sport scolaire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais, comme vous avez constaté, ce n'est pas le talent, le potentiel qui manque aux enfants. Ce sont en tout 222 athlètes et encadreurs des 10 régions du Cameroun qui sont représentés dans la cité capitale. À Yaoundé, de multiples innovations sont enregistrées. Justement, la promotion et le développement du sport. Et on voit justement qu'au niveau, n'est-ce pas, du bras de fer, justement, qui ne nécessite pas beaucoup d'infrastructures, ou alors qui ne nécessite même pas d'infrastructures, on va tout simplement dire que le président Boumson, il travaille d'arrache-pied pour que cette discipline soit visible. Maintenant, le tchoukball, le rugby à 7, l'haltérophilie et le dame-ballon, justement, ce sont des disciplines qui cognent à la porte, n'est-ce pas, de la FENASCO. Mais vivement que le gouvernement nous
donne encore beaucoup de moyens pour qu'on puisse intégrer justement ces disciplines-là. Parce que c'est justement le mouvement sportif, n'est-ce pas, qui est en train de se mettre en branle. La jeunesse camerounaise étant active et brave montre à suffisance son fort potentiel, favorisant ainsi l'intégration des meilleurs dans les fédérations sportives. Après les Jeux, nous faisons des sélections qui peuvent participer aux compétitions scolaires internationales. Et puis les autres, on les remet aux fédérations spécialisées pour essayer de les encadrer, prendre les meilleurs et enrichir les sélections nationales. Pour cette année, nous allons faire la même chose. On fait la sélection des meilleurs joueurs par discipline et on les confie aux fédérations pour exploitation. Du 2 au 7 avril, les jeunes du territoire national rivaliseront d'adresse et de bravoure pour être couronnés vainqueurs de cette 21e édition des Jeux FENASCO. Alors, de retour sur ce plateau, on a pu voir bien évidemment cette 21e édition des Jeux FENASCO. Alors moi, la question que je m'en vais directement te poser, Tatou, que représente aujourd'hui le sport scolaire, le sport universitaire dans le système même du sport mondial ou du point de vue économique? Il faut dire que c'est un gros marché, hein. Ouais. C'est un gros marché. Vous avez, j'ai pas des chiffres exacts. Tout à fait. De ce qui en est de la FENASCO 2019. J'ai pas les chiffres exacts, mais je vois beaucoup d'engouement autour. Je vois beaucoup de jeunes autour, et je pense que ce sont des événements où il y a des compagnies essayent d'activer au maximum, parce que vous avez beaucoup de licenciés. Ouais. On parle de 40 000 licenciés dans le cadre de la FENASCO. 40 000 licenciés, c'est quand même énorme. C'est énorme. Et je pense que pour les Jeux universitaires, on ne doit pas être très loin de là. Ouais, on est dans les 25 30 000 licenciés. Voilà. Donc vous comprenez que c'est beaucoup de licenciés, c'est beaucoup de personnes qu'on peut toucher pendant une durée bien précise, c'est 3 semaines, 1 mois maxi. Donc c'est quand même énorme. Donc vous comprenez que financièrement c'est assez costaud si une entreprise capitalise sur justement cette clientèle-là. Donc financièrement, maintenant il faudrait que les pouvoirs publics accompagnent, comme ils sont en train de le faire là aussi, la logique, et qu'on ait des présidents comme le président tout à fait. C'est Samuel le président de la FENASCO. De la FENASCO. Il s'agit de Manding, du président Samuel Manding. Samuel Manding, voilà. Donc ils font du bon travail avec son équipe. Donc je pense que à ce moment-là, j'ai même vu récemment, je crois, des compagnies assez importantes venir faire de l'activation pendant les Jeux FENASCO. Donc financièrement, économiquement, c'est important. Oui, c'est vrai, tu parlais tout à l'heure d'activation. Je pense que le grand gagnant de cela, c'est bien évidemment Coca-Cola. Il faut rappeler quand même que la marque, pour moi qui était au lancement et tout, la marque a brassé pas mal quand même de sous de ce côté-là. On voyait les bouteilles se vendre comme des petits pains. Est-ce que ce n'est pas ça le modèle même? C'est-à-dire que pour les boissons gazeuses, de s'orienter beaucoup plus, au lieu de s'orienter vers des sports où c'est plus compliqué, mais plutôt de s'orienter vers les sports scolaires et même les sports universitaires. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la boisson gazeuse, à quoi possible? C'est la jeunesse. Tout à fait. C'est ceux qui ne boivent pas de l'alcool. Tout à fait. Donc, à ce moment-là, si vous avez 40 000 personnes, 40 000 licenciés au Jeux FENASCO, et puis après, en phase finale, comme nous sommes là en ce moment, je ne sais pas très bien le nombre qui est là-bas, mais... Ouais, on parle de près de 6 000 athlètes et encadreurs, ainsi que de fan clubs qui sont représentés. Imaginez que vous avez, pendant une dizaine de jours, 6 000 personnes. Et on parle du sport scolaire, donc forcément l'alcool n'est pas autorisé, entre guillemets. Donc c'est normal que Coca-Cola, une marque comme Coca-Cola, aille faire de l'activation. Et c'est justement, c'est comme on parle de business model, c'est justement ce genre de business model qu'on promeut en fait. C'est-à-dire, on a d'autres compagnies, je ne vais pas citer les noms ici pour ne pas faire de la publicité. Non, on est sur Sport Business Squad, c'est une émission de marketing. On ne peut pas citer les noms. Imaginez Maltop pour faire aussi pareil. Tout à fait, ou même Reactor, qui est une boisson énergisante. Justement, donc, et vous voyez le modèle derrière, par exemple, une marque comme Reactor, c'est énergisante, c'est du sport, c'est du parsemement de soi. Donc, ce serait pas mal aussi qu'une marque comme cela pense à activer justement autour du sport.
Moi, je pense quand même qu'au-delà de ça, on parlait tout à l'heure des marques de boissons. Maintenant, allons un peu au niveau de la télécom. On a remarqué quand même une forte présence des entreprises de télécommunications, notamment MTN et Orange. Qu'est-ce qui peut justifier la présence d'entreprises de télécommunications quand on sait que ce public-là, cette cible-là, n'est véritablement pas enclin à avoir des téléphones portables lorsqu'on parle aujourd'hui des jeux FENASCO au niveau des écoles et même des lycées. Alors, est-ce que c'est un bon choix stratégique justement de cibler pour des entreprises de télécom, de cibler les tout petits? Mais je vais vous surprendre, Franck. Je vais te surprendre en te disant carrément que aujourd'hui, les jeunes, dès l'âge de 11-12 ans, les téléphones. Et aujourd'hui, d'après les récentes études de, je crois que c'était IMC en français, l'IMC en français, 96% de la population mondiale a un téléphone portable. Oui, tout à fait. Au Cameroun, on parle, enfin les chiffres qui ont été révélés récemment par le ministère des Postes et Télécommunications faisaient état de 80% de taux de pénétration du mobile au Cameroun. Alors, vous imaginez que c'est généralement la tranche entre 14 et 25 ans, tout à fait, voire 35 ans. Donc, il est important pour justement pour les compagnies de téléphonie mobile d'entrer dans ce marché-là, la jeunesse, hein, parce que c'est eux qui font les téléchargements sur la musique, le streaming des vidéos, les jeux vidéo, les e-games par exemple. On en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est beaucoup d'Internet. C'est beaucoup d'Internet. C'est vrai qu'il y a des forfaits même qui sont justement dédiés à cela. Il faut rappeler quand même que quand on a une entreprise comme MTN et Orange même, qui ont développé des systèmes des résultats en ligne, c'est-à-dire que de e-résultats, vous avez composé votre baccalauréat ou votre probatoire, vous envoyez un numéro par SMS et on vous dit si vous avez réussi ou pas. Et je me dis peut-être c'est déjà... C'est une des raisons. Et aussi, il ne faut pas oublier que ces mêmes compagnies ont développé des paiements pour les frais de scolarité. Donc vous voyez qu'il faut se faire... mobile banking. Voilà, il faut se faire connaître. Donc c'est intéressant pour ces compagnies d'être à ces jeux-là parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont en train d'activer aussi. Mais il faut dire quand même qu'il y a un petit débat qui a été suscité dans la communauté marketing du Cameroun. C'est que c'est très rare quand même que de gros concurrents comme MTN et Orange activent en même temps sur le même événement. C'est du co-branding. Il faut dire que, enfin, je ne parlerai pas en termes d'historique, mais c'est rare quand même. Oui, c'est assez rare, mais je pense, je connais pas la formule de sponsoring, de partenariat. Si c'est corporate, si c'est brand. Voilà, donc je ne veux pas rentrer à l'intérieur parce que, mais c'est inédit, c'est intéressant, c'est bien. Et je pense aussi que pour des festivals, pour des événements comme ça à durée indéterminée, tout à fait, c'est pas forcément l'exclusivité que les compagnies recherchent. C'est venir prendre une part de marché et non, il est normal qu'on retrouve deux compagnies du même secteur. Mais est-ce que quand même on n'a pas l'impression qu'il y a une sorte de télescopage parce que quand même c'est rare, c'est rare. Est-ce qu'il y aura pas, est-ce que c'est pas un petit casse-tête chinois? C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ont émis l'hypothèse selon laquelle l'État aurait peut-être forcé les deux entreprises à co-brander l'événement. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Mais c'est vrai tout est possible. Mais après, je pense que les compagnies, on parle des compagnies, on parle de capitalisme à ce niveau-ci. Tout à fait. Donc je pense que les compagnies, si elles vont, c'est parce qu'elles ont quelque chose à gagner. Mais au-delà de ça, est-ce que quand même, on a parlé tout à l'heure du sport scolaire. Montons un peu d'un cran pour parler du sport universitaire. On rappelle quand même que le logo, la mascotte également des Jeux universitaires de Chang sont connus. Eh bien, les Jeux auront lieu en mai prochain du côté de la ville de Chang, justement, qui est donc une ville universitaire, peut-être l'une des plus grandes villes universitaires de l'Ouest Cameroun. Qu'est-ce que cela t'inspire justement de manière globale déjà? Je crois que tu sais que tu dois être aware justement de ce logo qui a été proposé là et justement de cette mascotte. On rappelle que la thématique tournera, tout comme dans le cas des Jeux FENASCO, autour du vivre ensemble et autour de la paix. Sport et paix, comme que tu évoquais d'ailleurs en début d'émission. Oui, Chang déjà c'est une ville universitaire, vous l'avez si bien dit, c'est une ville touristique. Et c'est aussi une ville assez fort symbole au niveau de la tradition. Donc je pense qu'ils se sont inspirés de tout ça pour
conçu le logo des Jeux universitaires de mai prochain. Donc, et pour moi, ça représente vraiment l'identité de la ville de Tchang, la culture Bamileke, donc Grassfield, hein, donc c'est très important. Et j'ai beaucoup aimé le logo. C'est vrai que c'était vraiment assez attrayant. Mais au-delà du logo, quand même, on a parlé tout à l'heure du business model qui peut être le même appliqué au niveau scolaire, mais on se rend quand même compte que ça peut être une opportunité pour détecter les talents. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas une véritable transition parce qu'on sait que ce ne sont pas tous les joueurs qui partent des centres de formation pour aller au niveau professionnel. Les jeux universitaires, les jeux FENASCO, enfin le sport scolaire pourrait être une opportunité de détecter les talents, mais ça traîne au Cameroun et même dans pas mal de pays en Afrique. Qu'est-ce qui peut justifier cela ? Là, en fait, il faudrait qu'on s'inspire un peu du modèle USA. Tout à fait. Aux États-Unis, entre MLS, MLF, NFL, NBA. Je pense que si on arrive à s'inspirer de ça, on pourra copier le bon exemple. Tout à fait. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, pour être professionnel en NBA, ou même il faut passer par une université. NFL, il faut passer pas forcément, mais enfin, généralement, il faut la plupart du temps, quand même, ça. Après, il y a des talents très doués comme les LeBron James qui sont passés du lycée pour la NBA, pour la Ligue Pro. Mais il serait important aussi pour nous aujourd'hui de penser que il serait intéressant de partir recruter dans les universités, dans les écoles. Dans les écoles, c'est vrai. Moi, j'ai vu le match d'ouverture, le match de football d'ouverture des Jeux FENASCO. C'était pas mal. Il y avait pas mal de talents. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas une véritable convention qui existe entre les fédérations conventionnelles, entre guillemets, et les fédérations scolaires et universitaires. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour amener justement ces différentes parties-là à s'associer et pour justement améliorer la qualité et la détection des talents? En fait, je pense que il faudrait peut-être déjà que les fédérations universitaires, les sports universitaires, scolaires et universitaires puissent mettre du sérieux dans ce qu'ils font, parce que si on se retrouve en professionnel, tout à fait, il y a un comportement qu'il faut avoir adopté. Et je pense aussi que il faudrait que les fédérations, on n'aime pas trop dire ça, mais au niveau scolaire et universitaire, parfois on a des mercenaires. C'est vrai. C'est vrai que ça a été le plus gros problème justement dans l'organisation des Jeux FENASCO. On parle beaucoup de mercenariat. On a dû à un certain moment aller sur le modèle du contrôle par de la dentition et tout, du bracelet. Ce n'est vraiment pas évident. C'est pas évident, mais il faudrait mettre beaucoup plus de rigueur dans l'organisation et la sélection des entraîneurs, des coachs, des encadreurs, des talents aussi. Tout à fait. Et vraiment, il faudrait que la crème de la crème arrive au top, parce que je me souviens à l'époque quand on jouait les Jeux FENASCO, à la fin de mon lycée était qualifié pour la finale nationale avec l'équipe de basketball. Mais à un moment donné, on a dû recruter. Hors du lycée et dans le département même parfois pour pouvoir aller compétir. Ce qui n'est pas réglementaire. Donc c'est pour ça que je dis il faudrait qu'on mette beaucoup plus de sérieux. Et je pense qu'à ce moment-là, si on enseigne très bien la maison, je pense qu'on pourra travailler avec, ils pourront travailler avec les fédérations conventionnelles, comme tu as dit. Et c'est vrai que quand on essaie un peu de monter d'un échelon au niveau continental, comment faire justement pour que le sport scolaire et universitaire sur le continent africain puisse davantage être valorisé, parce qu'on sait quand même que c'est vrai, certains pays essayent, c'est le cas avec le Cameroun, on l'évoque parce qu'on est peut-être un peu proche, mais au niveau international, on a l'impression que ça coince. On ne voit pas beaucoup d'activités menées par exemple par la Confédération, ou du moins la Fédération africaine de sport scolaire. On a du mal, même au niveau universitaire, c'est vrai qu'on reviendra au niveau universitaire, mais sur le continent africain, qu'est-ce qui coince? Mais je pense qu'au niveau universitaire, sur le continent africain, la nouvelle bourse a une très belle vision. Je pense que ça va se faire, parce que le premier palier, c'est, vous savez, sans argent on ne peut rien faire. C'est vrai. Sans argent on ne peut rien faire. C'est clair. Si au niveau universitaire, même au niveau du Cameroun, au niveau national, si on avait par exemple mis en place le système de alumni, c'est-à-dire les anciens des lycées et collèges contribuent
financièrement pour le développement du sport, comme c'est fait dans d'autres pays. Vous arrivez aux États-Unis, par exemple, un gars qui a fait l'université de Miami, au début, il ne se passe pas une saison s'il n'a pas acheté un maillot de l'université de Miami. C'est clair, c'est la moindre des choses. Voilà. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on arrive, moi par exemple, j'ai fait le lycée de Nkoleton. Si j'arrivais à acheter les maillots du lycée de Nkoleton, parce que je supporte le lycée de Nkoleton, je suis un ancien lycée de Nkoleton, forcément ça ferait des revenus pour le lycée de Nkoleton. Et ces revenus sont dédiés au développement du sport. Ce ne sont pas des revenus qui sont affectés à une autre activité ou à un autre département. Ce sont des revenus qui sont affectés au développement du sport. Donc, je pense qu'au niveau universitaire aussi en Afrique, si on arrive à mettre sur plan ce modèle-là, où les alumni, les anciens d'université contribuent au développement du sport, ce serait un plus aussi. Mais de manière globale, je veux dire qu'au niveau de l'organisation, on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même une fédération où ça essaye de bouger, notamment la Fédération internationale de sport universitaire, ça c'est la FISU, mais au niveau africain, on parle de FASU, la Fédération africaine de sport universitaire. Il faut dire que de ce côté-là, comme tu le disais tout à l'heure, la boss, c'est Nomsa Malangu qui a été justement élu le mois dernier lors justement de l'Assemblée générale élective de cette fédération-là qui s'est tenue du côté de Kampala en Ouganda. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer une nouvelle vision? Parce qu'il faut rappeler que elle vient justement de la Fédération sud-africaine de sport universitaire. Elle est également coordonnatrice de match du côté de la CAF. C'est quelqu'un qui a roulé véritablement sa bosse, Nomsa Malangu. Est-ce qu'on peut espérer justement qu'au niveau africain ou au niveau international, il y ait quand même quelque chose qui se fasse sur le continent africain? Moi, je pense qu'elle est bien entourée. Je pense qu'elle a une belle philosophie. J'ai essayé de parcourir un peu son plan d'action. Je pense que c'est assez costaud. Et si elle réussit son coup, ce serait formidable. Parce qu'il faut une synergie. Il faut un merge. Il faut bridge the gap. Oui, justement. Il faut une synergie entre les différentes universités en Afrique, sur le plan africain. Mais je continue à dire, il faut un accompagnement financier. Tout à fait. Parce que sinon, rien ne sera possible. Rien ne sera possible. Eh bien, peut-être également travailler la vision marketing justement de cette fédération-là, parce que tu le disais tout à l'heure, il y a un business model derrière. Il y a si on parle aujourd'hui de 30 000 licenciés seulement au Cameroun, bah, ça veut dire que sur le continent africain, on est quand même dans... Au Nigeria, on a avoisiné les 100 000 licenciés. On a avoisiné les 100 000 licenciés. Ça peut chercher minimum dans les 100, 200 millions de licenciés à travers le continent africain. Ça peut bien évidemment le faire. Nomsa Malangu qu'on aura probablement lors de nos prochaines émissions, parce qu'il faut rappeler qu'il y a un comité exécutif qui va se tenir très prochainement du côté de Nairobi au Kenya. On y sera peut-être, ou on enverra probablement une équipe, et on aura l'occasion d'avoir justement la nouvelle présidente de la Fédération africaine de sport universitaire dans le cadre de Sport Business Squad. Et quelqu'un qu'on aura également, c'est le président de la Fédération internationale de volleyball. Il s'appelle Skeo Angelo, qui va donc probablement nous être, ce qui sera notre compagnie dès la prochaine émission. On parlera de cette nouvelle discipline-là, le snow volley, où participe justement l'équipe du Cameroun. C'est rare de voir une équipe africaine participer à un sport d'hiver. Vous savez, Sport Business Squad, où on parle de pratiquement tous les sports, on fait tout, on calcule tout, et c'est la stat de la semaine. Alors, la stat de la semaine, si je suis justement sur mon téléphone, c'est parce qu'on va beaucoup parler digital justement, parce qu'il y a ce rapport qui a été publié par le cabinet PwC, qui est donc PricewaterhouseCoopers, qui est donc l'un des meilleurs cabinets justement en matière d'impact et d'analyse statistique dans le monde. Et on parle aujourd'hui de la croissance du sport, Tatou. Une croissance, il faut dire que PwC a étudié les prévisions en termes de croissance économique. Peut-être avec l'appui de l'Odoo, on pourra avoir cela à l'écran. Il faut dire que on parle de 7% de croissance. Actuellement, on est à 7,7% de croissance. C'est énorme, c'est historique dans l'histoire de l'industrie économique mondiale. Mais on parle d'ici 3 à 5 ans d'une croissance qui sera estimée à 7% seulement, même s'il faut dire que 7% déjà c'est un exploit planétaire. Qu'est-ce qui peut expliquer justement d'abord ce ralentissement de la croissance sportive et bien évidemment cette forte croissance quand même que le sport a aujourd'hui de manière globale? Il faut dire que il y a le ralentissement de la croissance, c'est la monotonie. Ça veut dire que quand on fait la même chose plusieurs fois, ça n'excite plus. Tout à fait. Ça devient une routine. Donc forcément, les habitudes, il n'y a plus d'envie en fait. Ça reste pareil. Et aujourd'hui, vous allez voir si l'euro
si en Europe on a créé la Ligue des Nations, c'est justement pour créer un nouveau produit. Pour pouvoir créer de nouvelles émotions, justement. Donc, et je pense aussi que c'est pour ça que la Coupe du Monde fait passer à la Coupe du Monde à 48. À 48. Oui, on aura, je crois, 16 clubs en plus. Tout à fait. Donc, je pense que c'est justement pour créer justement ces nouvelles émotions, des nouveaux pays qui pourront se qualifier. Pas des nouveaux pays qui vont se qualifier, mais de nouveaux participants. Élargir le nombre de participants, c'est justement pour aussi créer cette nouvelle sensation-là. Alors, il faut rappeler qu'en termes de croissance, justement, PwC établit un classement des 10 sports qui, d'ici 3-5 ans, vont entre guillemets dominer le monde en matière de croissance économique. Attention, on va les lister rapidement. On a donc de la 10e à la première place, on a le cricket qui est 10e. Le cricket 10e. En Inde, c'est le sport roi. Donc, oui, c'est vrai que l'Inde, c'est 1,2 milliard d'habitants. Ils sont nombreux à jouer au cricket. Mais ça stream énormément. En passant, je tire un coup de chapeau au président de la Fédération camerounaise de cricket. J'ai vu à la télé ce qu'il fait. Il a offert les belts aux jeunes Assois. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut peut-être inciter également, parce que quand on donne les sports qui vont dominer le monde d'ici 3 à 5 ans, c'est pour que nous, en Afrique, on commence déjà à se préparer justement. Et ça prouve que le cricket aura peut-être un bon avenir en Afrique. La 9e place est occupée par le tennis. 9e place quand même, c'est une chute vertigineuse. Quand on connaît quand même ce que, avec le Grand Chelem, Roland Garros et tout, aujourd'hui le tennis, mais vous savez aussi dans les prévisions... Vous savez aussi que le tennis, c'est pas un sport de pauvres. C'est vrai, mais c'est un sport quand même qui en termes de croissance économique jusque-là. Oui, mais après au niveau des participants, c'est assez compliqué de jouer au tennis. Tout à fait. Donc, à la 8e place, on retrouve le vélo, enfin le cyclisme. C'est vrai que 8e place pour le cyclisme, pour un sport quand même, c'est vrai que quand on a fini avec le Tour de France, on a fini avec la Vuelta, le Giro, on a plus grand chose. J'aurais pensé que le tennis serait avant le cyclisme. La 7e place, on a donc un sport que tu aimes beaucoup, que tu affectionnes beaucoup, que tu maîtrises même beaucoup, le football américain. On profite pour faire un salut particulier à Junior Awasum, qui est donc le président de la Fédération camerounaise de sport américain. Et Ndamo Konsou. Et Ndamo Konsou. Pourquoi Ndamo Konsou? Eh bien, c'est le sportif camerounais le plus riche de l'histoire du sport. Il évolue actuellement du côté de la NFL. Et donc, justement, ça prouve que le sport américain, enfin le football américain, a beaucoup d'avenir. Il a deux drapeaux sur ses godasses. Tout à fait. C'est assez impressionnant. Et bien, la 6e place, c'est le rugby, qui est un sport très cousin au football américain. La 5e place, on a la boxe. Et attention, la boxe et les martial arts. Mais quand on dit martial arts, on comprend qu'il s'agit de la MMA. Parce que justement, on a vu ce que la MMA génère aujourd'hui en termes on a parlé de Ngannou dans une émission ici. On a parlé de pas mal de sports. Et puis à côté, on a justement l'athlétisme qui est à la 4e position. C'est vrai que depuis le départ de Usain Bolt, ça ne stream plus énormément. Mais 4e place, c'est déjà pas mal. On a le basketball. C'est pas une surprise, la NBA, tout ce qui va avec. Il faut dire que la FIBA travaille également énormément. Et il faut dire aussi que en Europe aussi, les ligues de NBA sont en train de monter. Tout à fait. Et justement, on a donc le football qui est donc considéré comme le sport roi à la 2e place en matière de croissance. Et la première place, Devin, e-sport, voilà. Eh bien, il faut dire quand même que l'avantage qu'on a, c'est qu'on est sur un plateau qui est donc le plateau qui produit la première émission d'e-sport et de gaming en Afrique. Il s'agit du confrère Fabrice Man, à qui j'adresse un salut, qui présente donc l'émission Gaming Zone sur HTV. C'est la preuve quand même que le gaming est en train de venir en France. Il y a pas mal de compétitions sur le continent africain. On parle du FEJA, le festival de jeux vidéo d'Abidjan. On parle de la Orange Experience. On parle de la Cannes de e-sport qui va se dérouler cette année du côté du Caire en Égypte. Il y a pas mal de compétitions sur le continent africain. Qu'est-ce qu'il faut davantage pour booster cela? Bon, en fait, il faut comprendre aussi que je me souviens à l'époque, on avait les Game Boy. Tout à fait. Après les Game Boy, on a eu les Tetris. Voilà. Avant les Game Boy, on a eu les Tetris. On avait les Tetris avant la Game Boy. Après, on a eu les Game Boy. Après, on a eu les PS. La PlayStation 1. La PlayStation 1. PlayStation 2. On a eu d'abord la GameCube. Il y a la GameCube, voilà. On a eu la PlayStation 1. C'est 1, 2, 3, tout ça. Après, on a eu la Xbox. La Xbox. Puis la Xbox 360. On a eu la Wii qui est venue après. Voilà. C'est-à-dire que ça se développe. Et chaque année, il y a une innovation justement dans l'e-sport. Et puis après, si vous remarquez un truc très particulier dans ce développement, c'est que
en même temps que se développait, la pénétration d'Internet se faisait également de manière croissante. Et justement, ce qui me permet d'arriver justement dans le troisième segment de cette étude de PwC qui parle donc de la croissance en fonction des secteurs de marché. Alors, ce qu'on remarque, c'est-à-dire ce qui va générer le plus d'entrées dans le sport d'ici 3 ans, eh bien, on a 3,2% pour les droits télé. C'est une chute vertigineuse quand on sait quand même que les droits télé jusque-là occupent jusque-là le monopole des revenus financiers. Et ce n'est pas terminé. On a avec 3,8% le ticketing et l'hospitalité, c'est-à-dire que la billetterie au stade, les mesures d'hospitalité qui augmentent quand même à 3,8%. 4,4% c'est la participation, eh bien, les frais de participation, c'est-à-dire les licences que les fédérations payent généralement. On aura également une augmentation de 4,8% pour le licensing et le merchandising, vente des produits dérivés, 4,8%, 5,5% pour le sponsoring, qui n'augmente malheureusement pas. Eh bien, attention, 11,5% pour les droits digitaux. Digital marketing rights. C'est énorme quand même. Ça dit que on parlera même plus. On avale carrément la télé, on avale tout. Et le streaming aujourd'hui devient l'avenir du sport. Faites un rapport aussi que j'ai remarqué. Vous vous rendez compte que la grosseur des télévisions. Tout à fait. Et que la grandeur, les dimensions des télévisions a augmenté. Tout à fait. Mais de plus en plus, on passe des gros portables à des petits portables. Des grosses tablettes à des petites tablettes. C'est vrai. Des gros ordinateurs à des petits laptops. Vous voyez un peu. C'est comme si c'est pendant que les autres ils grossissent. Les autres rétrécissent, mais c'est justement ce qui rétrécit qui attire plus de personnes. Mais la question que les téléspectateurs vont se poser, c'est bien le digital, mais comment est-ce que l'Afrique va pouvoir tirer bénéfice de cette super puissance du digital dans le sport? Là, on parle aujourd'hui de la carte région Cameroun, par exemple. Vous voyez un peu. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous pouvez faire un streaming des matchs. Et tout à fait. Vous pouvez faire un streaming des matchs. Vous pouvez faire de tout événement d'ailleurs. J'ai vu récemment, je ne sais plus très bien quel concert c'était, mais on a vu un streaming de concert. Tout à fait. Mais au-delà de ça, justement, on parle. Il y a également les réseaux sociaux et je ne sais pas si Lodou aura peut-être l'occasion d'afficher nos réseaux sociaux parce que oui, on a les réseaux sociaux. On est présent sur Twitter, on est présent sur Facebook, on est présent sur YouTube et Instagram. Alors aujourd'hui, est-ce que les réseaux sociaux ne constituent pas véritablement cette puissance du digital dans le sport? Quand on parle du digital aujourd'hui, on parle de tout ça. On parle de YouTube, Twitter, Facebook, Trumble, WhatsApp à la limite, WhatsApp, Instagram. Et en Chine, on a WeChat. Justement. Pas mal, Donc, aujourd'hui, c'est un élément de communication assez important. Tout à fait. Pour tout événement, encore plus pour le sport. Tout à fait. Vous voyez, aujourd'hui, on a parlé du streaming aujourd'hui. Le streaming aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et en Afrique, quand même, il y a une question que je m'en vais te poser, justement, concernant aujourd'hui la géopolitique du monde. On sait qu'on parle aujourd'hui de la 5G, mais sauf que le plus gros équipementier en 5G actuellement dans le monde s'appelle Huawei. C'est une entreprise chinoise. Mais le problème, c'est que dans le monde, personne n'en veut. Les États-Unis refusent de l'entrée de Huawei à travers la 5G, la Grande-Bretagne réchigne un peu, le Japon a refusé, le Canada a refusé. Est-ce que la Chine ne peut pas prendre un pas de recul et se dire, au vu de notre relation, de la relation avec l'Afrique, est-ce que la Chine ne peut pas utiliser l'Afrique comme une trempe de lancement de la 5G à travers le monde? Et parce que quand on parle de 5G, on parle d'un pic de bande passante de 100 gigas par seconde. Ce qui pourrait permettre à l'Afrique aujourd'hui d'être véritablement un roi en matière de connexion Internet. Je sais pas si c'est plus pour des raisons politiques. On sait que c'est politique. C'est vrai que les États-Unis disent que l'équipement que Huawei propose est pirate, c'est pour l'espionnage et tout. Mais on sait que c'est géostratégique. C'est géostratégique en fait, c'est géopolitique en fait. Donc, mais je pense comme toi que l'Afrique serait un très bon galop d'essai pour la 5G. Tout à fait. Pour Huawei. Et je pense que c'est ce qu'ils feront. Parce que s'ils ont été rejetés ailleurs et en Afrique. Ils peuvent venir en Afrique. Il y a du potentiel. C'est un gros marché. C'est 2 milliards d'habitants. C'est un gros marché. C'est énorme. Donc, il faut dire que aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut penser, il est difficile de voir un Européen ou un Américain avec 2 téléphones ou 2 numéros de téléphone. Tout à fait. Mais en Afrique, vous voyez des gens qui ont 2, 3 téléphones.
Et généralement, tous ces téléphones sont connectés à Internet. Tout à fait. Donc, c'est un très gros marché, justement, pour Huawei, pour Huawei. tous les autres opérateurs. Justement. On rappelle quand même que le Cameroun est très avancé en la matière. On se souvient on se rappelle de ce projet-là qui a été baptisé du côté de Camtelcel, qui permet donc de relier le Brésil et le Cameroun grâce à un câble sous-marin. C'est une première dans l'histoire d'Internet en Afrique. Et donc, ce projet-là qui va donc permettre au Cameroun de décupler carrément sa connexion Internet et sa vitesse. Quand vous prenez la tranche de 20 à 34 ans, vous avez 38% tout à fait. de cette tranche-là qui ne regardent pas la télé, ils sont sur smartphone. Sont sur leur smartphone, sur leur téléphone. Voilà. Et vous avez environ 20% qui regardent la télé. Ouais. Vous voyez un peu. Et si vous allez plus loin, quand vous allez plus loin, à plus de la cinquantaine, ils sont environ 68% qui regardent la télé. Tout à fait, tout à fait. Donc ça veut dire que aujourd'hui le streaming, l'internet et tout ce qui va avec, c'est plus pour la jeunesse. Ouais. Et c'est la jeunesse qui constitue le gros de la population. Donc vous comprenez que c'est un marché assez important. C'est un marché énorme, énorme. Justement. Et c'est pour ça que le e-sport prend de l'ampleur. Prend de l'ampleur et mérite d'ailleurs de prendre l'ampleur. Bien sûr. Je crois qu'on aura l'occasion de faire une émission spéciale parce qu'il faut dire qu'il y a également l'ami Patrick Sanan qui a lancé donc la Youngers Cup, qui est donc une compétition nationale de e-sport dont la finale va se dérouler du côté de Canal Olympia. Ce sera en juin prochain. Ce sera une grosse finale nationale avec de grosses stars de l'e-sport qui viendront de presque partout pour justement mesurer leurs compétences. On aura l'occasion d'en rediscuter avec peut-être même également dans le cadre de l'émission Gaming Zone de l'ami Fabrice Man. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On vous conseille justement donc d'aller voir cette étude que va afficher à nouveau le DOU justement pour que vous ayez une idée globale justement de ce qui est fait en termes de statistiques et d'histogrammes. On va publier cette affiche sur notre compte Twitter et vous aurez l'occasion de la voir en intégralité. Bah nous on va faire quoi? On va peut-être aller en France si la magie de la technologie nous le permet. Eh bien il s'agit de le focus de la semaine. Et lui, il s'appelle Ben Ami Sahadi. Il s'agit du manager général de l'équipe de l'équipe nationale de football des îles Comores. Et il s'agit quand même de quelqu'un qui fait actuellement défrayer la chronique partout où il passe. Il est passé dernièrement chez nos confrères de Canal+, il est passé chez nos confrères de Beansport, il est passé chez nos confrères de RFI. Et pour la première fois en exclusivité mondiale, en exclusivité continentale, il s'exprime justement sur un média africain. Et c'est le nôtre, c'est Sport Business Squad, puisqu'on parle de management à tout. Eh bien, je sais pas, on me signale qu'il est déjà en ligne. Est-ce que Ben Amir est en ligne? Alors, moi, la première question, Ben, si tu es déjà en ligne, c'est simplement de se demander, est-ce que en quelques minutes, tu peux nous présenter justement le sport, le football comorien? Déjà, merci de m'offrir cette opportunité de m'entretenir avec vous. Merci Richard. Donc alors pour le football comorien, présenter le football comorien, comme je le disais récemment, le football comorien ressemble un peu au football africain. Il est coupé en deux entre les équipes nationales et la réalité des championnats sur le continent. Donc c'est encore plus difficile chez nous, on est un pays insulaire où il n'y a pas encore les infrastructures. On vient d'avoir juste notre stade qui vient d'être terminé, qui va contenir à peu près 12 à 15 000 places, un stade pelousé. Jusqu'à maintenant, vous avez vu un peu les matchs qu'on a joués contre le Cameroun et le Maroc à la télé. C'était un stade un peu champêtre, avec un synthétique qui date pratiquement bientôt de 10 ans. Donc c'est maintenant que nous allons pouvoir avoir un stade digne de ce nom pour que nous puissions pratiquer notre football. Donc cela déjà plante le décor au niveau du football comorien qui est très très en retard. En tout cas au niveau de là-bas, il y a des premières divisions. Bien sûr, le championnat n'est pas professionnel et on a cette particularité d'être des insulaires et donc on a trois îles. Donc Mayotte étant restée française et dans chacune des îles il y a un championnat de première division, deuxième division et troisième division. Donc par exemple la grande île, la Grande Comore, il y a 12 équipes de première division, 14 même. Dans la deuxième île en juin, il y a 12 équipes et à Moélie, il y a 8 équipes. Donc si on fait le calcul, on a pratiquement 34 équipes en première division. Vous imaginez? Donc cela bien sûr nivelle le niveau vers le bas.
Et je peux dire pour terminer sur cette première question, que le niveau de notre première division là-bas, c'est équivalent, on va dire, à une très bonne CFA, enfin, à une CFA2 ici, à un niveau de championnat, même DH, c'est-à-dire 5e, voire 6e division française. Benani, à combien peut-on estimer aujourd'hui le budget de la Fédération comorienne de football? Alors au niveau du budget de la fédération, je trouve pour moi que c'est un budget complètement erroné puisque la fédération différencie l'équipe nationale et les championnats locaux. Donc du coup, quand on regarde le budget dans les documents que la fédération nous met à disposition, c'est un budget qui ne dépasse pas les 500 000 euros. Vous imaginez. Sachant que un déplacement de l'équipe nationale, au minimum, c'est entre 80 et 120 000 euros quand on prend en charge tout ce qui est billets, tout ce qui est hébergement, tout ce qui est restauration, etc., etc. Donc, c'est un budget complètement erroné parce que on a l'impression qu'en fait l'équipe nationale c'est complètement en dehors de la fédération, alors que c'est un budget, en fait c'est un travail qui se fait à l'urgence pour l'équipe nationale. L'équipe nationale va jouer le prochain match au Cameroun, alors là on va commencer à faire le pied de grue au ministère des Sports pour essayer d'avoir les moyens, les budgets pour pouvoir faire les déplacements, pour pouvoir partir réunir nos joueurs. Et donc ils estiment que ça c'est pas un budget de fonctionnement puisque c'est aléatoire. Mais le budget de fonctionnement qui est pris en compte, c'est celui qui rentre par les adhésions des footballeurs, le peu de moyens que le Comores Télécom peut donner, le partenaire historique, et les fonds alloués de fonctionnement alloués par la FIFA. Sinon, il n'y a pas de fonds qui viennent de la télévision ou des médias. Donc c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, c'est ce qui nous a motivés il y a 4 ans à créer notre marque Mahana Sport, que je créais il y a 4 ans, pour éviter que l'équipe nationale soit toujours dans l'incertitude, parce que aussi au niveau des équipements, on était dans l'incertitude. Parfois, on était habillé en Nike, en Adidas. Parfois, on arrivait chacun avec ses affaires. Et c'était pour créer un groupe, d'abord, il faut déjà se ressembler. Et cette difficulté-là ont amené la réflexion de la création de l'équipementier qui permet aujourd'hui de soulager grandement la fédération sur le côté des équipements, mais aussi le côté des matchs amicaux, puisque souvent, c'est l'équipementier qui prend ça en charge. Et parfois, on est même des fois amené à faire l'avance des frais au niveau de la fédération. Alors, Ben, aujourd'hui, on sait que tu es bien conscient que si on a voulu t'avoir dans le cadre de cette émission, c'est pour évoquer justement une situation qui aujourd'hui quand même est assez problématique. Eh bien, c'est celle de savoir l'affaire qui oppose les Comores à la CAF. Est-ce que tu peux, en quelques minutes, nous faire la genèse de ce qui s'est passé réellement ? Alors actuellement, où est-ce qu'on en est? Actuellement, donc on nous avait donné, nous on a déposé déjà un mémoire d'appel complet. Donc on a introduit deux procédures au TAS. Donc on a envoyé notre mémoire d'appel dans les délais. Une fois que le mémoire a été déposé, on nous a demandé de faire l'avance des frais administratifs qui étaient fixés au 20 mars, avec les problèmes économiques que je vous ai expliqués dans mes derniers posts vocaux. La fédération ne pouvait pas nous suivre, l'État non plus. Et donc, face à cette injustice-là, on a lancé une cagnotte en ligne qui nous a permis de réussir la somme demandée et de les verser dans les délais. Le TAS nous a répondu en nous disant que la somme a été reçue, et à partir de là, donné un délai à la CAF de pouvoir à son tour produire les documents demandés et sa réserve d'argent, puisqu'il faut comprendre que quand on va au tribunal arbitral du sport, les frais sont divisés en deux, chaque partie doit payer la moitié des frais. Donc quelques jours plus tard, on va dire en début de semaine, lundi, le TAS nous apprend que la CAF
ne produirait pas, en tout cas ne verserait pas sa part des frais. On s'y attendait un peu, à vrai dire. Ça ne nous a pas étonné quand on a reçu les correspondances de la CAF, en tout cas ce que la CAF avait envoyé au TAS. Ça nous a malgré tout choqué, parce que la CAF a obligation de respecter les principes d'égalité et de traitement de tous ses membres, et surtout de lutter contre les discriminations. Et on trouve dans la position de la CAF une posture qui privilégie le Cameroun, pour des raisons peut-être qui sont logiques pour beaucoup d'entre vous, mais qui pour nous choquent, puisqu'on est membre aussi de la CAF, et qu'à cet égard-là, on demande le même traitement de faveur. Donc quand on a eu la sortie d'Ahmad Ahmad, la récente sortie d'Ahmad Ahmad, pardon, du président de la CAF, qui prend nettement position, et quand on voit les unes des journaux où on peut lire Ahmad répond sèchement aux Comores, le président tacle les Comores, on ne voit pas. D'ailleurs, dans ses propos, à aucun moment il nomme les Comores. Là aussi, ça fait partie du mépris qu'il a à notre égard. Et cela aussi nous motive pareillement à essayer d'aller au bout, parce qu'on trouve qu'au-delà de l'injustice, il y a le mépris. Et au-delà de l'injustice, il y a le non-respect de tous les membres. Et on ne peut pas laisser passer ça. Et pour nous, c'est aussi un combat. Bien sûr, on veut aussi la qualification au niveau de notre première participation à une CAN. Et quand on essaie de rappeler à M. Ahmad Ahmad que si on ne respectait pas les règles, ou si les règles ne sont pas respectées, peut-être un certain Ayatou sera encore présent, mais s'il est président, c'est parce qu'il y a des règles, et que ces règles-là ont été respectées par les membres de la fédération, de la confédération. Ben, on va peut-être sortir par ces triples préoccupations justement posées par certains de nos correspondants, et surtout Bertrand, qui est donc notre correspondant permanent du côté du Maghreb, qui est basé du côté de Casablanca, et je m'en vais rapidement élaguer cela. Alors, lorsque la CAN passe justement de 16 à 24 équipes, les éliminatoires, on sait qu'il y a un changement justement à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que les Comores n'attaquent pas la CAF au niveau du changement des textes? La deuxième préoccupation concernant justement le procès au TAS, est-ce que vous n'avez pas l'impression là-bas au niveau des îles Comores qu'il s'agit beaucoup plus d'une action marketing pour davantage mettre la lumière sur les Comores, qui jusque-là étaient un pays pratiquement inconnu? Et puis la troisième préoccupation est donc celle de savoir, ok, vous avez lancé une cagnotte sur Internet pour pouvoir mobiliser les fonds pour aller au TAS, mais on sait quand même que l'équipe des Comores, pour jouer contre le Cameroun, a fait son stage en France. On sait ce que ça coûte de faire un stage en France. Pourquoi n'avoir pas justement utilisé cet argent-là pour, je ne sais pas, financer votre procès du côté du TAS? Je vais essayer de répondre aux trois questions de Franck. Donc, la première question, alors, j'essaie de remonter en même temps que je parle, c'est pas évident. Alors, la première question, c'est lorsque la CAN passe de 16 à 24 équipes, les éliminatoires sont en cours, les règles de jeu sont changées. Pourquoi à ce moment-là, les Comores n'attaquent pas la CAF sur le non-respect des textes? Alors à ce moment-là, donc ça ne concerne pas que les Comores, et je pense que lorsque Ahmad Ahmad a annoncé le retrait du Cameroun, les Camerounais étaient les premiers à brandir le spectre du TAS, justement pour aller ensuite expliquer qu'à la base, quand ils ont eu la CAN, c'était à 16, que c'est passé à 24, et ils auraient eu droit, ils ont le droit justement ils auraient eu le droit d'aller à ce niveau-là, et c'est toujours pas, c'est pas trop tard, c'est un argument que nous on entend, qui peut se défendre, mais il y a eu des rencontres à ce niveau-là, et toutes les équipes l'avaient validé avant bien même que la compétition ne commence. Donc nous, le litige ne vient pas de ça, mais ça peut s'expliquer, et le Cameroun peut se défendre, et le Cameroun voulait aller au TAS pour se défendre à ce niveau-là, et je le répète souvent qu'avant que les Comores aillent au TAS, c'est le Cameroun qui avait brandi justement le spectre d'aller au TAS. Et le lendemain, dans la même chaîne panafricaine que le président a parlé dernièrement, c'est le président Ahmad
Wade qui a essayé de calmer les ardeurs du Cameroun en leur disant si vous allez au TAS, voilà ce que vous risquez. À savoir ce qui reste ce que nous aujourd'hui on demande, à savoir l'exclusion des 2 prochaines CAN, et que à ce moment-là nous ne savions pas, mais il voulait proposer, il avait déjà commencé à proposer ce glissement-là. Donc aujourd'hui ceux qui étaient aptes à aller au TAS hier ne peuvent pas venir aujourd'hui nous dire mais pourquoi vous y allez? Ben, on y va pour défendre nos droits, comme d'autres seraient partis pour défendre leurs droits. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce glissement-là, aujourd'hui les Camerounais auraient été les premiers à aller au TAS et ils auraient les arguments certes les plus étayés pour se défendre. Donc cette question-là ne concerne pas que les Comores. Nous, je le dis, je le répète, nous sommes heureux que la CAN est passée de 16 à 24 puisque ça permet de donner beaucoup plus de chances aux petites nations comme les nôtres de pouvoir le mieux s'exprimer. Pour la deuxième question concernant le procès des Comores, n'est-il pas une stratégie marketing pour mieux mettre en lumière sur ce pays jusque-là qui n'était pas connu? Donc non, pas du tout. Nous, on l'a pas cherché. C'est pas une stratégie marketing du tout. On défend nos droits, c'est un droit, et on a été dans les écoles comme tout le monde, on a été éduqué comme tout le monde, on sait maintenant reconnaître l'injustice et la justice, et face à l'injustice, on essaie de défendre notre propre moyen. Que ça devienne médiatique, ça c'est la situation qui le veut, mais c'est pas nous qui l'avons cherché. Et au niveau pour faire connaître notre pays, on a essayé d'abord de le faire connaître. On était très content d'avoir un groupe assez relevé avec un mondialiste et le champion d'Afrique en question, en titre, pardon. Et on a essayé de se défendre du mieux que possible sur le terrain. On aurait aimé avoir une qualification directe, c'est pas le cas. Il y a une faille une faille juridique et un problème au niveau du règlement, on s'en saisit. C'est pareil pour notre joueur qui n'a pas pu jouer contre le Cameroun, notre meilleur joueur. Il a été suspendu parce qu'il y a des règlements. Donc aujourd'hui, on n'invente pas quelque chose qui n'existe pas pour faire le buzz. On essaye, nous, simplement, du fin fond de notre puits, puisque quand on est petit et qu'on est loin, on nous entend pas forcément. On essaye de nous défendre. Et s'il y a écho, c'est parce que, justement, c'est peut-être le pot de terre contre le pot de fer, c'est peut-être David contre Goliath, et ça permet aussi de mettre en lumière certaines défaillances de nos dirigeants. On ne peut pas diriger la Confédération africaine de football comme certains dirigeants dirigent nos pays. Donc c'est ça, mais c'est pas du tout une stratégie marketing. Et enfin, alors on a lancé une cagnotte sur le web alors qu'on nous sommes préparés en France, je l'expliquais un peu avant, la fédération n'a pas les moyens de tout faire. La fédération nous avait donné les garanties d'essayer de trouver des moyens pour que nous ayons une très bonne préparation. Elle a tenu son engagement et elle ne pouvait pas faire les deux en même temps. Et donc c'est pour ça que nous avons lancé cette cagnotte solidaire. C'est pas nous qui avons inventé ça, on n'est pas les inventeurs de la roue, on ne fait qu'aujourd'hui trouver tous les moyens possibles et légaux de pouvoir nous défendre. Voilà, merci beaucoup. Ben-Ami Saadi, je pense que c'est l'une des interviews les plus marathons de cette émission, mais il était important pour nous justement puisqu'il s'agit du management du sport, des questions de management du sport. Il était important pour nous de comprendre davantage qu'est-ce que les Comores reprochent concrètement à la CAF, et je crois qu'on est véritablement servi. Et moi, tu as tout directement la question que je m'en vais te poser. Est-ce que la CAF à un moment n'a pas failli dans son management? Bon, je sais pas. J'essaie de ne pas faire la langue de bois en même temps. Au vu de ce que dit quand même Ben-Ami, on voit quand même que peut-être l'affaire aurait pu être gérée autrement sans qu'il y ait éclaboussure comme c'est le cas actuellement. Bon, la CAF a fait ce qu'elle pouvait, mais je pense aussi que la CAF a pesé le pour et le contre en termes de positionnement économique par rapport pour la compétition. Le
une compétition, on en a parlé plusieurs fois, un match Cameroun-Tunisie, Cameroun-Côte d'Ivoire serait mieux vendu qu'un match Burundi par exemple. C'est pas pour manquer de respect aux équipes, mais après il y a des poids lourds dans le football. Et je pense que la CAF aussi a essayé de penser à ça. Et le Comore a un problème de sous. Tout à fait. Le Comore a un problème de sous. Donc la CAF a aussi réfléchi peut-être dans ce sens-là. C'est vrai que la participation à la Coupe d'Afrique aurait généré de l'argent pour les Comores. Tout à fait, on parle de près de 2 milliards de francs CFA. Voilà. C'est pas mal quand même. Oui, c'est quoi? Oui, ils sont 111 millions de dollars. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça aurait beaucoup aidé un pays comme le Comore, où la fédération a pratiquement 500 000 dollars de budget annuel. C'est dérisoire. C'est vraiment, enfin, je ne vais pas dire lamentable, mais c'est dérisoire. Mais bon. Je ne sais pas à la tête des mecs de la CAF. Je ne sais pas trop. Mais honnêtement, je suis Camerounais. Ça me fait plaisir que le Cameroun parte à la Coupe d'Afrique. Tout à fait. Après, pour rester objectif, on verra ce que le TAS dira et puis on tirera les conclusions. Alors, nous, on va remercier une fois de plus Ben-Ami Sahadi, qui, on le rappelle, est donc le manager général de l'équipe nationale des Comores. Il faut rappeler qu'il est également le promoteur de la marque Mahana Sport, qui est donc l'équipementier actuel de l'équipe des Comores. C'est donc, il fallait justement mener ce genre d'action pour pouvoir permettre aux îles Comores quand même d'avoir un équipementier. C'est pas mal. On aura peut-être l'occasion, mais cette fois-ci, sur le plateau de t'avoir, peut-être Ben-Ami, ou alors peut-être du côté de la France, parce que c'est vrai que Sport Business Squad envisage se déplacer de ce côté-là très très bientôt. Mais bon, nous on va garder le contact. On aurait bien pu prendre le quiz, mais on n'aura pas de quiz justement parce qu'on n'a qu'un seul panéliste aujourd'hui. On a sauvé Tatou. il peut en être heureux. Et bien Tatou, peut-être un mot de fin pour cette émission. Écoute Franck, nous sommes là pour aider le mouvement sportif camerounais et africain. Nous sommes la première équipe qui a pensé à mettre sur pied une production d'économie sur le sport. De sport et donc, et je pense que aujourd'hui nous débattons des thématiques assez importantes. Et comment est-ce que... Dans la gouvernance, dans le management, dans l'économie, le marketing. Quels sont les meilleurs business models qu'il faudrait adapter. Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu une conversation avec le président d'APGES. Du club APGES de Fou, justement. Qui est annoncé, ça c'est une information Sport Business Squad, comme probablement le prochain partenaire, de la chaîne HTV. Des indiscrétions feraient état du fait que HTV serait le sponsor d'APGES Donfou très bientôt, avec un flocage sur le maillot, un sponsoring maillot. Rien n'est encore confirmé, c'est une information. Mais le président, justement, on en discutait aujourd'hui, me disait, mais Tatou, comment est-ce que je peux faire pour ne pas toujours vivre sous les subventions de l'État et de la FECAFOOT. Tout à fait. J'ai dit, écoute, président, vous avez un produit, il faut pouvoir le vendre. Et le produit, c'est l'équipe. C'est le spectacle. Donc, nous sommes là disposés à aider justement ces présidents-là, ces présidents de clubs, fédérations, ligues et le mouvement sportif dans l'ensemble. D'accord. Nous, on ne peut que vous dire merci à vous, les téléspectateurs qui croyaient en ce programme. On rappelle qu'aujourd'hui, c'était la 18e livraison de Sport Business Squad. Ça fait 18 semaines qu'on est là, peut-être même plus, qu'on est là chaque fois avec vous pour vous encourager, pour vous montrer justement le bien fondé du sport dans le continent africain. On espère être avec vous la semaine prochaine avec la même joie, la même humeur. Restez sport, mais surtout business. À la semaine prochaine.